Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Gaius Marton, merci de nous recevoir chez vous en région parisienne. Vous êtes un ancien officier de l'armée populaire hongroise et vous avez participé à l'insurrection de Budapest. Vous avez été condamné à mort et vous avez fui en France. Vous êtes aussi connu, ce ne sera pas le sujet de l'entretien d'aujourd'hui, mais pour avoir été également condamné à mort en France, parce qu'une fois en France, vous avez participé aux événements de la guerre d'Algérie, en vous engageant dans l'OAS et en participant à une tentative d'assassinat du chef de l'État, Charles de Gaulle, en 1962, l'attentat du Petit Clamart. Donc vous avez été condamné 2 fois à mort, mais vous êtes toujours là, en pleine forme, à 85 ans. Et donc, à l'occasion de l'anniversaire de l'insurrection de Budapest, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours et sur votre expérience de cette insurrection. La première question que j'aimerais vous poser, donc vous êtes né en 1931, à Pósva, un petit village de l'ouest de la Hongrie. Vous êtes issu d'une extraction modeste, d'une famille paysanne. Et donc à l'époque, la Hongrie, c'était encore une monarchie dirigée par l'amiral Horthy, qui en était le régent. Et j'aimerais avoir quelques éléments un petit peu sur votre jeunesse, sur le souvenir que vous avez de cette Hongrie de l'époque de l'amiral Horthy. C'est pas facile de raconter ma vie ce serait ou trop court ou trop long. Dans les années 30, toute la Hongrie, sans distinction d'âge ou de parti, était pour la récupération de la Grande Hongrie, les 325 000 km², on nous a laissé 93. La Hongrie était pratiquement assassinée parce que, on imagine... oui. Dès ma naissance, dès que je pouvais parler, je répondais aux questions. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Je disais officier militaire. Et par la suite, j'ai pas modifié, mais c'était pas seulement une volonté, mais comme si c'était une sorte de mission. Et ça m'a resté dans toute ma vie. Il y avait une bourse de la femme de l'amiral Horthy pour aider les familles modestes de la campagne. J'étais un petit paysan perdu dans la grande ville de Kőszeg. J'ai fait des études extraordinaires. Je dis ça sans trop d'exagération parce que c'est grâce aux gènes que j'ai reçus de mes parents, l'éducation donnée par les bénédictins et puis la situation tragique de la Hongrie. En 1945, l'Union soviétique a occupé toute la Hongrie. Officiellement, le monde entier considère que la Hongrie a été libérée. Il y avait des élections, premières élections législatives étaient libres. Il y avait plusieurs partis. Le Parti communiste en 1946 n'avait que 17% de voix. Les troupes soviétiques avec leurs baïonnettes étaient sur place. Le Parti communiste n'a demandé que 2 ministères. Ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice. Ce qui était parfait pour arrêter n'importe qui et pour faire condamner n'importe qui. Évidemment, c'était le premier pas vers la soviétisation.
Et en 1948, les communistes étaient assez bien établis, appuyaient la population, bon gré mal gré, elle devait accepter parce qu'il n'y avait pas de sortie. Néanmoins, on pensait que ça va durer 10 ans ou 12 ans, mais pas certainement plus. En ce moment-là, le Parti communiste a interdit tout simplement tous les partis. À partir de ce moment-là, on a étatisé les écoles, je dis plutôt étatisé que nationalisé. Bénédictins étaient chassés de leur ville même. Et pendant quelques années, j'étais donc formé par les nouveaux professeurs civils, encore qu'ils n'étaient pas soviétisés parce que c'était les anciens professeurs qui étaient de bons Hongrois. Baccalauréat en 1951. En ce moment-là, déjà les plans quinquennaux fonctionnaient, c'est-à-dire tout était jusqu'au moins de détail prévu. Par exemple, aux universités, on ne rentrait pas comme dans un moulin. Le nombre des élèves était strictement limité et prévu. Ce qui était très prisé, c'était l'école polytechnique. Alors mon professeur principal, il avait une cinquantaine d'années, donc c'est un ancien régime, il dit « Lajos, puisque tu as fait un baccalauréat excellent, je t'ai inscrit directement à l'école polytechnique, il y avait 4 places. » Je lui ai dit que, monsieur le professeur, c'est une erreur, je ne serai pas un excellent ingénieur parce que j'ai une vocation, qu'est-ce que tu veux être ? Je dis officier. Il dit pour ces gens-là, pour ces assassins. Je dis non, c'est pour la Hongrie. Étant donné que je voulais être officier, mais certainement pas dans l'armée communiste soviétisée, mais dans l'armée royale hongroise, et je ne pouvais pas venir à l'Occident, j'avais une idée que je crois que rarement un enfant de 14 ans, avec cette détermination, je me suis dit, je vais m'engager dans l'armée populaire hongroise pour me former et puis quand la guerre commence, je passerai immédiatement de l'autre côté. Et je me suis dit, étant donné que la Troisième Guerre mondiale tarde à venir, je vais me considérer comme le premier soldat de l'OTAN en mission spéciale, c'est-à-dire renseignement envoyé entre bonnes mains à l'Occident. Mais évidemment, à l'époque, on avait la conviction qu'un conflit entre l'Occident, en quelque sorte, était inévitable, oui. Il y avait les deux blocs, le pacte de Varsovie qui suivait d'ailleurs l'établissement de l'OTAN, qui était signé le 4 avril 1949, et 4 ou 5 ans après, l'Union soviétique aussi a réuni ses satellites. Donc, je me suis présenté dans mon CV, dans ma demande, dans l'école de pilotage, pour la simple raison facile à comprendre que, avec un avion, j'aurais pu traverser la fameuse ligne qui séparait le monde libre, je mets entre guillemets maintenant, et le monde soviétisé. Le rideau de fer. Le rideau de fer, oui, qui était certainement beaucoup plus solide qu'actuellement la ligne de Schengen. Il y avait des mitrailleuses automatiques, il y avait des mines un peu partout, les chiens policiers, patrouilles, donc c'était pratiquement infranchissable. J'ai reçu ma convocation, j'étais mobilisé, c'était la guerre de Corée, il fallait la chair à canon parce que il fallait refaire tout l'encadrement. 4% des officiers, de corps d'officiers, étaient déjà officiers ou sous-officiers dans l'armée royale hongroise. Donc l'immense majorité, pratiquement tout le monde, était formé par les nouvelles écoles d'officiers. Le nombre des élèves de l'école d'infanterie était plus de 3000. Étant donné que la guerre de Corée durait, on a réduit les 2 ans de formation à 1 année. 1 an après, je suis promu sous-lieutenant, tout le monde était sous-lieutenant ou moins, et étant donné que j'ai terminé avec une sorte de décoration dans toutes les études, j'avais le meilleur note. Donc, je pouvais choisir la suite de ma carrière. Évidemment, j'ai choisi immédiatement l'école de pilotage.
à Szolnok. Je suis resté pendant 1 an et demi. Après, il y avait un incident aérien extraordinaire, c'est-à-dire il y avait un Canberra, c'est un biréacteur qui avait un plafond opérationnel 25 km. C'était unique au monde, je me demande comment ils ont réussi. Mais ils ont réussi 25 km, alors que les MiG-15 et MiG-17, aussi bien hongrois, soviétiques, stationnés en Hongrie, avaient un plafond à 17-18 km. Donc ils risquaient rien, sauf une panne de moteur. Et plusieurs fois, cet avion Canberra quittait l'espace aérien hongrois impunément. Mais il y avait tellement de surutilisation de pilotes, aussi bien hongrois que soviétiques, et personne n'a signalé, c'était le service de contrôle aérien, les radaristes qui devaient, alors eux aussi dormaient aussi solidement que les pilotes. Alors, à Moscou, ils s'arrachaient les cheveux parce que, pas seulement les Hongrois qui dormaient, mais les Russes étaient aussi nuls. Ils dormaient certainement, mais il n'y avait pas levage d'un seul avion. En tout cas, en Hongrie, on a fait le grand nettoyage. Celui qui commandait l'armée de l'air communiste hongroise, c'était un général à 2 étoiles qui non seulement n'était jamais pilote, mais il n'a jamais fait son service militaire. Et à Moscou, d'une façon très catégorique, ils ont dit, camarades, applaudir quand vous entendez le nom de notre Staline bien-aimé, ça ne suffit plus. Peut-être qu'il y avait une demi-douzaine d'anciens pilotes de l'armée de l'air hongroise royale. C'était le colonel Nádor qui a pris le commandement. Il a regardé les dossiers. Un beau jour, j'étais convoqué. Il dit, mais vous parlez un peu, vous avez fait de très bonne école civile et militaire, vous parlez le français en allemand, et j'ai envie de vous faire venir à l'état-major. Alors, il dit, ça vous va? Je dis, camarade colonel, ça m'irait très bien, mais je voudrais continuer l'école de pilotage pour voler sur le MiG-15. Il dit, si ce n'est que ça, je m'engage, je vous garde pendant 2 ans. Et après, vous pouvez retourner. Vous êtes membre de parti, il dit ça, pas en point d'interrogation. Je dis non. Alors, vous êtes stagiaire, c'est-à-dire pour vous candidater pour avoir la glorieuse suite d'entrer dans le Parti communiste. Et pendant 6 mois, vous travaillez d'arrache-pied jour et nuit, 25 heures par jour. Et je dis, stagiaire non plus. Alors il réfléchit, alors je me traitais de tous les noms en disant, mais quand tu veux espionner l'ennemi, avoir des renseignements, tu manges, tu lis, tu t'habilles, comme tout le monde. Et avant tout, il fallait entrer dans le Parti communiste. Je dis, non. Il réfléchit, il dit, ça fait rien. Et en fait, c'était une erreur de nom. Oui, il y avait une erreur de nom, absolument. Márton Sándor, qui était prévu. Pendant la Révolution, j'ai demandé à l'inspecteur de l'école. Et il y a quelqu'un qui a fait une erreur, le dossier Márton sans accent sur le A, ça vient avant. Le bordel qu'il y avait à l'état-major, c'est indescriptible. On a dit, tu es le responsable de formation et de suivi des pilotes de chasse. Alors, on m'a montré énormément des documents. C'est toi qui reçois, tenir à jour. Mais quand j'ai vu que tout l'organigramme de l'armée de l'air était devant moi, formation de pilotes, quel avion, sur quel aérodrome, dans quel état, je dis, fatalement, alors j'ai appris par cœur, il y avait, je me souviens, 124 éléments qui étaient sur le tableau, le plus important. Et puis, au bout de 2 semaines, j'ai vu que ça doit être vrai, qu'ils ne savent rien de moi. Alors, j'ai fait un dossier à peu près 50 pages. Quand vous êtes à l'état-major, oui. vous copiez des documents oui. pour les transmettre à l'OTAN. C'est ça votre objectif? Oui, absolument. Et comment vous faites pour les transmettre? Mais c'est la folie. Je ne peux pas dire à un monsieur en disant, est-ce que vous voulez entrer à l'ambassade?
Alors, c'était un samedi, j'entre, il y avait à l'entrée, il y avait deux bonhommes, un ancien qui avait solidement les jambes sur le bureau, il y avait un jeune. Alors je dis, voilà, je voudrais rencontrer pour un entretien l'attaché de l'air. Il dit, mais ici, vous ne pouvez voir que le consul. Je dis, bon, on va pour le consul. C'était un samedi après-midi. Il dit, oui, mais samedi après-midi, la légation, on n'était pas ambassade encore, est fermée. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure, de lundi au vendredi, aux heures de bureau. Alors, j'avais une sorte de veston avec un fermeture éclair, et cette taille-là. Je ne pouvais pas lui dire non plus, monsieur le réceptionniste, vous donnez ça. Alors je dis, je ressors. Mais quand je raconte ça, normalement, personne ne devait croire. Alors, je rentre chez moi, et puis j'ai trouvé un prétexte, je dis, mais je viens d'arriver, je dois aller à un bureau, ceci, cela, ok. Alors, je suis parti plus tôt, le service se termine à 17h. J'arrive donc à la légation, j'entre comme il faut. Je demande où se trouve le bureau de monsieur le consul. Premier étage, peut-être deuxième porte à gauche. Je dis, monsieur le consul, je suis un officier d'active de l'armée populaire hongroise. Je suis venu pour lutter contre le communisme, contre les occupants de la Hongrie. Je vous demande de transmettre ces renseignements à l'OTAN. Alors, sur son visage, rien ne montrait la surprise. Pourtant, il n'y avait pas tous les jours 3 personnes qui viennent avec un texte comme ça. Il dit, mais monsieur, je suis le consul, je ne m'occupe pas de renseignements. Je suis responsable de contact et de sécurité de 500 citoyens américains qui travaillent en Hongrie. Je dis, bien sûr, vous pouvez supposer que je peux être un agent, c'est un piège, mais je vous prie d'étudier ce dossier. Je dis maintenant, il dit, oh là là, que non. Étudiez ce dossier, vous allez voir par recoupement que c'est véridique. Alors il prend et il dit, je vous promets que je transmettrai. Je dis, je compte revenir ultérieurement, je ne sais pas quel jour. Il dit, vous pouvez revenir puisque je suis le consul. Mon rôle aussi de recevoir des Hongrois. Alors c'était le 2 août 55, 6 semaines après, parce que j'avais pas mal de documents, le 16 septembre également, deuxième, et le troisième, l'année après, peu de temps avant la Révolution, le 4 juin. Quelle est l'ambiance au début des années 50, donc cette ambiance qui va précéder l'insurrection? Je comprends, oui. Mais l'Union soviétique a imposé son régime draconien qui était formé. Les Hongrois, vous vous souvenez du procès de Rajk, qui était, on ne peut pas être plus communiste, il était volontaire dans la guerre civile espagnole 1936-39, et il a fait un travail monstre pour le communisme international. En Hongrie, il y avait une petite partie du Parti communiste, des chefs haut placés, qui n'étaient pas formés par Moscou. Alors on les a accusés d'être titistes, c'est-à-dire ils veulent un régime communiste, mais pas dirigé par Moscou. Alors on a dit il faut faire un procès pour couper court et puis pour montrer au monde entier qu'il y a l'ennemi qui s'est infiltré chez nous. En fait, c'est un petit peu il y a eu la même chose en Tchécoslovaquie. Absolument. C'est-à-dire ça a été l'épuration en fait des communistes nationaux. Nationaux, oui. Parce qu'en fait, il y avait la crainte de Staline de voir le scénario yougoslave. Yougoslave qui se répète, oui. Dans d'autres pays. Absolument. Et Rajk, on lui a dit, camarade, le parti te demande d'avouer tes crimes que déjà dans la guerre civile espagnole, tu étais un agent de intelligence service et évidemment tu vas être condamné à mort, mais évidemment aussi on va te transformer le visage à Sochi où tu veux avec un faux nom,
tu vivras comme un pacha jusqu'à la fin de tes jours. Et il a avoué, il a fait même un effort, il avait un scénario, une question, tu dois donner ses réponses. Il était condamné à mort, et puis un beau matin on le réveille en disant « Camarade, l'heure est venue, on va t'exécuter ». Et il les a regardés comme une fois en disant « Camarade, vous m'avez trompé ». Mais l'exécution a eu lieu, alors, propagande extraordinaire, regardez, Tito, il y avait des projets, évidemment les états-majors font toujours des projets d'attaque, mais il y avait des projets, j'ai un bouquin de l'armée populaire hongroise, c'est là, où les projets d'attaque contre la Yougoslavie, où la Hongrie devait engager 450 000 soldats, et on a prévu qu'à peu près un tiers seront très rapidement morts et blessés. Et quel regard vous portez du coup sur Imre Nagy? Imre Nagy, qui était un communiste, on ne peut pas dire. Non, on ne peut pas dire, même dans les années 30, 31, 32, il est allé en Union soviétique, il était d'origine paysanne, il est allé en Union soviétique pour étudier le grand, énorme succès des kolkhozes et des sovkhozes. Les kolkhozes, c'est la ferme collective, sovkhozes, soviétisée, la ferme d'État. Est-ce qu'un Hongrois devait aller en 1931 ou 1932 alors qu'il crevait de faim parce que le rendement était tellement mini que je crois que c'est un énorme succès, mais dans le sens négatif. Et quand il est revenu, c'était lui le premier ministre de l'Agriculture qui a distribué la terre. C'était les grands propriétaires terriens rayés comme criminels de guerre ou ennemis de classe. C'était étatisé et c'était distribué aux paysans qui étaient très heureux, très contents. Mais peu d'années après, on a dit, bon, mais c'est pas assez rentable, petit paysan avec une petite charrue par village, il faut former des sociétés, des fermes collectives. C'est ce qui s'est passé. Et Nagy Imre a constaté que c'est pas ce socialisme communiste qu'il voulait. Quand Staline est mort en 1953, on l'a repêché parce que il y avait des vagues quand même, pas seulement en Union soviétique, mais surtout en Hongrie, on a dit les plus mauvais élèves de camp socialistes, que les rapports secrets montraient que les paysans, ils veulent absolument pas rester dans les kolkhozes, sovkhozes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils jouaient sur plusieurs tableaux, les soviétiques de Moscou. Ils ont dit, mais il faut repêcher Nagy Imre qui était mis de côté. On l'a nommé Premier ministre, et puis ça c'est vrai qu'il y avait une sorte de détente appréciable, et aussi bien que 55 déjà, 55, il y avait une certaine liberté, c'est pas officiel, mais officieusement, par exemple, les officiers à l'état-major, ils parlaient librement, ils ont dit, moi j'étais formé en Union soviétique, voilà comment ça s'est passé, abominable. On sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air, et puis il y avait les Polonais qui manifestaient pour Gomulka, qui était en prison, et l'Union soviétique devait déjà reculer parce qu'il libérait Gomulka, et avant que Gomulka soit libéré, il y avait les étudiants hongrois, évidemment c'était les plus à la pointe de la lutte, et leurs professeurs d'ailleurs. Manifestation de solidarité avec les Polonais. Le 22, j'avais une petite chambre dans une famille à Buda. Il y avait un étudiant qui m'a donné des tracts le 22, la veille, en disant, voilà, nous réclamons, nous exigeons, il y avait peut-être 12 points, notamment régime de plusieurs partis,
retraite des troupes soviétiques dans un délai de quelques mois. Mais je dis, mais c'est pas bon. Si, tu vas voir demain, si tu peux venir, parce que il va y avoir des centaines de milliers dans la rue. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, quand il y a une possibilité, on a vu que toute la Hongrie était là. Alors tous ceux qui ont voté pour le parti unique, en commençant par moi, parce qu'il y avait une cabine, mais personne n'y entrait. 99% qui ont voté pour le Parti communiste unique, et quelques temps après, toute la population de Budapest, des centaines de milliers, étaient dans les rues. Et à un moment donné, je vois un drapeau hongrois rouge, blanc, vert horizontal. Au milieu du blanc, il y avait une énorme étoile rouge, l'emblème soviétisé. Il y avait un trou, ce qui... On a tout de suite compris, Imre Nagy, c'était devant le Parlement. On a hurlé, on veut Imre Nagy, Imre Nagy. Alors Imre Nagy est venu, il commence l'allocution, camarades. Et comme si c'était un scénario d'un film, tout le monde hurlait, il n'y a plus de camarades. Alors il dit, chers compatriotes hongrois. Et puis, c'est pas arrêté, ça continuait. Il y avait 5 échelons pour faire face, s'il y a des troubles sérieux dans les pays de démocratie populaire. Premièrement, les apparatchiki, ils font des propagandes. Deuxième, la police bleue, c'est la police criminelle. Après, la police AVH. Après, l'armée hongroise et après l'armée soviétique. Eh bien, la nuit même du 23 à 24, c'était l'armée soviétique qui est apparue, mais et puis après, il n'y avait plus de retour possible. Le point de non-retour était passé. Alors, ça, c'est les événements globaux. Et vous, en tant qu'officier de l'état-major, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces journées, donc on va dire du 23 octobre à peu près au 6-7 novembre, puisque les soviétiques attaquent, puis se retirent, puis réattaquent à nouveau la Hongrie à partir du 4 novembre 1956. Et vous, pendant ces quelques jours décisifs, qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, devant le Parlement, le 23, j'ai arraché l'étoile rouge, j'ai jeté, ou je ne sais pas, j'ai mis dans ma poche pour souvenir. Devant moi, c'était un premier lieutenant de l'artillerie qui a fait la même chose. Les jeunes filles nous embrassaient, l'armée avec nous. Et puis, le lendemain, je cherchais des contacts avec les insurgés. Dans mon quartier, je ne vais pas donner trop de détails, mais il y avait des civils qui étaient en uniforme, et ils m'ont vu en uniforme en disant mais tu es militaire quand même, tu dois nous aider. Alors on a formé un petit groupe et on a surtout fait la propagande. Moi, à l'état-major ou ailleurs, parce qu'il y avait des militaires qui chancelaient un peu. Et le 28, on a créé la garde nationale hongroise. Nagyimra a été confirmé. On a signé le cessez-le-feu avec le soviétique. Vous avez aussi, il y a un Français qui a été connu pour les événements de Budapest 56. Oui. Le photographe de Paris Match, Jean-Pierre Pedratini, oui. Qui est mort, qui a été fauché par absolument. Une mitrailleuse, oui. Qui est mort, qui a été rapatrié, oui. et qui est mort en tout temps est mort, oui. Ça, c'est succombé de ses blessures. Et vous, à ce moment-là, vous étiez donc à l'aéroport de Budapest et vous voilà. l'avez vu, c'est ça? J'étais nommé, puisque je parlais plus ou moins bien, c'est bien l'allemand et le français, et un camarade, Kovac, il parlait le russe puisqu'il avait sa formation en Union soviétique. C'est un ordre de mission pour Kovac et pour moi d'aller sur l'aéroport de Ferihegy. Nous y sommes allés. Le premier avion, c'était un avion de LOT polonais. 2 jours après, l'aéroport était encerclé par un régiment de blindés, automitrailleuses, canons anti-aériens. Il y a un lieutenant-colonel soviétique, un mongol, qui vient avec un interprète et qui avait une barbe de 5 jours, en disant
interdiction alors qu'on était en cessez-le-feu. Jusqu'à nouvel ordre, j'obéis à Moscou, toute activité aérienne est interdite. Personne ne doit atterrir, personne ne doit décoller. Et pourquoi ça? Parce que nous protégeons les familles des officiers soviétiques stationnés à Budapest. Or, ni avant, ni pendant, ni après, on n'a jamais entendu parler qu'on a violé les Maroussia, on a coupé la tête. C'est un prétexte. Parce que l'état-major de l'armée de l'air hongroise, il pensait sérieusement, si on constate encore, continue à constater que des troupes soviétiques viennent sur le territoire hongrois, l'armée de l'air va attaquer les troupes soviétiques stationnées en Hongrie. Le lendemain, il y a 3-4 voitures plus une ambulance qui arrivent. On demande, on a vu que c'était des Français. J'y vais, il y avait une dame très élégante qui était le chef de groupe. Ils disent: Monsieur, vous avez certainement entendu parler de Pedrazzini qui est grièvement blessé. À Vienne, il y a déjà un avion médicalisé français qui attend pour transporter à Paris. Je dis, toute activité est interdite. Alors, moi, je parlais le français. Kovac, il parlait très bien, donc double traduction. Il a dit aux Russes: voilà, Jean-Pierre Pedrazzini, journaliste mondialement connu, français, qui est grièvement blessé, il faut transporter de toute urgence pour sauver sa vie, demander l'autorisation. Alors il s'en va, il revient, il dit non. On a bavardé encore, on cherchait des arguments. Il s'en va, il a dit un seul mot, tout le monde comprend, niet. Et nous, on était furieux parce qu'on voulait faire quelque chose d'extra, et puis c'était la moindre des choses. Alors, je dis à Kovac: qu'est-ce que tu penses? On va dire à ce musique que, d'ailleurs, je crois que ça aurait été la suite. Les diplomates français vont repartir avec le blessé grave qui va mourir. Les Occidentaux vont vous accuser. Moscou va chercher une solution. Nous, les deux officiers hongrois, vont déposer en disant exactement ce que vous avez dit. Donc, dites-leur ce que vous risquez. Alors, je dis, peu de chance. Reviens, Dobgel. Mais je vais voir le blessé. Je me suis dit, il jetait un coup d'œil comme ça. Il a dit, OK. Il y avait un avion, il y avait un bimoteur autrichien. Il avait peur, il a dit, mais je vais terminer en Sibérie. Il y avait un jeune étudiant qui était pas un médecin. Il dit, écoutez, on me cherche à mort, j'ai tué des communards, il faut absolument... Alors, j'avais une idée, je dis, cherche une blouse blanche. Il a trouvé en 5 minutes. Alors le Russe, je dis, ce médecin doit... Alors, je me suis dit, non, il va dire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser Il avait déjà un médecin, parce que 2 spécialistes. D'accord, il a décollé. On a entendu par la suite qu'il est arrivé à Vienne, à Paris, et puis 2 jours après. Mais il y avait 2 balles de mitrailleuse lourde, 12,7 mm. C'est énorme. Ce qui est miraculeux. D'ailleurs, les médecins qui l'ont opéré, ils disent aucune chance, pratiquement pas. 1 sur 1000, aucune chance. Il est mort. Jean-Pierre Pedrazzini. On a fait une opération. C'était au début de deuxième attaque des Soviétiques. C'est le 4 novembre, oui. Et ça devait être le 5. Les Russes ont occupé Budapest. J'avais avec moi un sergent, un étudiant et un ouvrier. On était armés. À un endroit, la nuit, vers minuit ou après minuit, on a vu qu'il y avait une automitrailleuse, 2 sortes d'automitrailleuses de ce point de vue-là, fermées, ou bien c'était comme un camion ouvert. On passait une fois et puis il dormait à moitié, il y avait un Russe au volant, moi j'avais un
PPHK, pistolet mitrailleur à Camembert, comme on dit, le 72 cartouches. Et puis il y avait des grenades. Alors le sergent, on a dit, mais on revient, on va faire cette caisse. Alors, il dit, mais je peux faire le pistolet mitrailleur. Alors je lui dis, c'est toi qui ouvres le feu, tu tues le chauffeur, qui était plus ou moins endormi, c'est pour ça que je ne suis pas très fier. Je dis, vaut mieux, c'est moi qui commence, je jette la grenade, c'était lourd, hein. Je jette la grenade dans l'automitrailleuse. C'est ce qu'on a fait, et lui, on a monté, on a regardé, il y avait 3 ou 4 moujiks, c'était pas beau à voir. Et puis C'est la guerre, il y a eu plusieurs milliers de morts quand même, dans la bataille de Budapest. Absolument, oui. C'était pas une manif avec... Non, c'était une véritable guerre. En 1956, il y avait 3 officiers soviétiques en ce moment-là, qui ont été décorés, nommés héros de l'Union soviétique. Et cette décoration ne peut donner qu'en état de guerre. La révolution, l'insurrection hongroise a été militairement écrasée par l'intervention militaire soviétique. Et donc il y a à peu près 200 000 Hongrois qui ont fui la Hongrie en direction de l'Ouest. Il y en a même quelques-uns qui ont fui en direction de la Yougoslavie. Absolument. Vous avez choisi de venir en France, mais pour venir en France, il fallait d'abord passer le rideau de fer, qui était donc gardé à l'époque. Et comment êtes-vous parvenu à franchir le rideau de fer qui séparait la Hongrie de l'Autriche? En ce moment-là, les gardes frontières étaient réorganisés. Je suis passé le rideau dans la nuit du 9 au 10 décembre. Je suis resté parce qu'on a dit « Mouk, márciusban újra kezdjük ». Nous recommençons au mois de mars. Mais étant donné qu'aucune aide n'est venue, j'ai vu que c'est pas faisable. Il y avait à un moment l'idée de refaire la révolution ou une révolte en mars, pour l'anniversaire, je suppose, de 15 mars. Du 15 mars 1848, qui est de oui. Mais les communards, ils ont pris ça très au sérieux. Mais vous avez peut-être des raisons de le prendre au sérieux, cette fois-ci. Oui, parce que ça ne s'est pas réorganisé aussi rapidement qu'on pensait, puisque toute la population était mouillée dans le bon sens. À Pau-Chefa, il y avait un passeur. Alors, je me suis adressé à lui. Pau-Chefa, c'était à 30 km de la frontière. Il m'a accompagné jusqu'à la frontière. Il a dit, là, 1 kilomètre, c'est l'Autriche. Le rideau de fer était démilitarisé, c'est-à-dire les mines ne fonctionnaient pas. Il y avait des patrouilles déjà, par contre, des patrouilles, c'était intéressant mon passage. Les patrouilles étaient pas mixtes, mais aussi bien, il y avait des patrouilles hongroises, réorganisées, les gardes frontières, que les soldats soviétiques. Il nous a accompagnés. J'étais avec Fekete. Par la suite, j'ai retrouvé comme un grand spécialiste économique et surtout monétaire du monde entier. Il est allé au Canada. Antal Fekete. Antal Fekete. Il a écrit un livre, Le retour au standard or. Et je l'ai retrouvé il y a 2 ans ou 3 ans parce que j'ai vu son nom. J'ai téléphoné à tous ceux qui s'appelaient Antal Fekete. Et le premier, je dis, monsieur, voilà, je connais Antal Fekete, avec lui j'ai traversé la frontière, telle date. Est-ce que serez-vous par hasard? Il dit, oui, Lajos, c'était moi. Et donc pourquoi vous avez choisi de venir en France? Alors finalement, la plupart des Hongrois sont partis plutôt en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, etc. Pourquoi la France? Pour une simple raison, une seule raison, que l'état-major Shape de l'OTAN se trouvait en ce moment-là dans la région parisienne. Donc aujourd'hui, je serais venu à Waterloo. Je suis venu avec l'intention
de ramener mon 4e rapport que j'ai caché à Budapest et continuer la lutte contre le communisme. En ce qui me concerne, je ne me considère jamais comme un réfugié parce que je suis venu à un objectif, reprendre le contact avec les autorités de renseignement américains. Et je voulais m'engager dans une armée pour lutter, mais néanmoins, étant donné le refus catégorique des Américains que je considérais comme une trahison la plus abominable, parce que ce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai risqué ma vie et la vie de ma famille et des tortures. Et les Américains qui aiment tellement le succès, moi seul, de A à Z, j'ai transmis des renseignements à peu près 3 fois 50 pages. Jusqu'au moindre détail, l'OTAN connaissait la situation actuelle en ce moment-là de l'armée populaire communiste hongroise. Mais ma vie, c'est une goutte caractéristique, comme une goutte de la mer, que je voudrais citer le message d'Eisenhower, 2 jours avant la 2e attaque soviétique du 4 novembre. Dear Comrade Zhukov, cher camarade Zhukov, les États-Unis ne désirent pas l'installation d'un pays hostile sur les frontières de l'Union soviétique. À mon humble avis, l'idiot du village, ça voulait dire, camarade Zhukov, vous faites ce que vous voulez avec la Hongrie. C'est ce qu'ils ont fait. Il y avait peut-être 200 000 soldats, des milliers de chars. Il y avait plus de chars et automitrailleuses contre la Hongrie que l'armée allemande qui attaquait la France en 1940. Donc finalement, vous êtes arrivé en France à la fin de l'année 1956. Vous y êtes resté depuis. Vous êtes retourné pour la première fois en Hongrie en 1987. Donc c'était encore avant la fin du régime communiste. Mais c'était déjà une époque de relative déliquescence et d'ouverture aussi. Et donc, comme vous êtes retourné pour la première fois en Hongrie au bout de 30 ans, j'aimerais vous demander un petit peu à quoi ressemblait la Hongrie de la fin des années 80, de ce socialisme finissant. En effet, je suis retourné en Hongrie puisque j'avais obtenu entre-temps la nationalité française. Et je croyais que c'était quand même une sécurité. Je suis allé en Hongrie avec ma femme et avec mes 3 enfants. Et 30 ans, c'est énorme. Même dans la vie d'un pays, surtout dans la vie d'une personne, d'un homme. Et je ne dis pas que je me sentais comme un étranger parce que je rencontrais des amis, mais on ne pouvait pas effacer 30 années d'un seul geste. Mais en ce qui concerne la situation politique, je ne dis pas que j'ai prévu la suite, que l'Union soviétique s'effondre, mais c'était plus la terreur que je sentais partout. Je devais me présenter à la police, j'étais condamné mort par contumace, mais on n'en parlait plus à la police, que théoriquement je devais être arrêté ou inquiété, d'ailleurs j'ai pas vu ça. Mais les gens étaient assez apathiques, parlaient avec précaution quand même ceux qui me connaissaient depuis longtemps. C'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, j'ai quitté Pochfa aussi, mais j'ai gardé de bons contacts. Je suis allé à Budapest. Les gens ont gardé de bons souvenirs de moi. D'ailleurs, au début, ils ne voulaient pas croire que j'étais au Petit Clamart parce que j'étais un gentil garçon souriant. Je leur demandais quelle est la situation. Ils disaient, mais on a beaucoup de liberté, de plus en plus de liberté. L'Union soviétique laisse un peu la haute main sur la Hongrie pour le Parti communiste hongrois, mais le cœur n'y est pas. Il y a presque autant d'inscrits au Parti communiste qu'avant, mais on ne leur demande pas de travailler, on ne demande pas hurler comme un chien dès qu'on entend un chef de communiste, mais économiquement, ça va très mal.
ce qui est étonnant, qu'on n'arrive pas à décoller alors que les techniciens hongrois sont aussi bien à peu près que sont au niveau occidental, les écoles fonctionnent bien, mais si on doit dire un seul mot, c'est apathique. Ils ne sont pas heureux. Alors qu'avant, on a dit, là, après 60, mettons, que dans le camp socialiste, la baraque la plus joyeuse, c'est la Hongrie. J'ai pu constater qu'il y a pas mal de mes camarades français ou anglais, où je travaillais dans une société où il y avait beaucoup d'anglais, qui travaillaient en Bulgarie. Plusieurs, ils ont dit, bon, mais pour passer le week-end, on est allé à Budapest parce qu'on s'amusait, l'ambiance était... Mais je crois que c'est une sorte de torture chinoise qu'on vous tape pas très fortement sur la tête ou laisse goûter de l'eau toutes les 2 secondes. C'est une sorte de torture parce que les Hongrois n'acceptent pas aussi facilement un régime étranger draconien. C'est la mentalité des Slaves, ils ont une duplicité, ils peuvent jouer la comédie, mais les Hongrois, non. Là, on a prouvé plusieurs fois au cours de l'histoire contre les Autrichiens. Donc, c'était dans l'air. Mais ce qui nous a étonnés, nous les réfugiés hongrois à l'Occident, que 3 fois 4 ans, c'était quand même les ex-communistes, les Horn Gyula, des Gyurcsány, qui étaient vraiment, on peut dire, avec des convictions communistes. Comment le peuple hongrois pouvait voter pour eux à un moment donné 2 fois de suite? J'aimerais connaître votre sentiment par rapport à la Russie, puisque la Hongrie et la Russie ont toujours eu une histoire parfois un peu compliquée. Ça a été notamment la révolution de 1848-49 contre les Habsbourg qui a été écrasée par les armées russes du tsar Nicolas Ier. Ça a été l'insurrection de Budapest, ça a été l'occupation soviétique. Donc finalement, quel est votre ressentiment par rapport à la Russie en tant que Hongrois? Je considère la Russie sur le plan du XXe siècle comme la plus grande victime du communisme. Du moment que la Russie n'est pas communiste, mais retrouve dans le giron de l'Europe, je considère la Russie même comme une grande puissance européenne avec qui la Hongrie pourrait, même devrait avoir, des relations tout à fait normales, aussi bien sur le plan économique que national. Je pense avant tout au groupe de Visegrad, dont la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie font partie. Par contre, j'aimerais vous dire que ce qui se passe actuellement en Europe, ça n'a rien à voir avec une Europe traditionnelle et chrétienne. Ça, c'est un discours que Solzhenitsyn, en 1978, tenait devant les universitaires américains de Harvard. Si ça dépendait de moi, ce qui n'est pas le cas, ce serait une lecture obligatoire dans toutes les écoles. Alors, tel qu'il est aujourd'hui, je devrais répondre avec franchise à cette question. Qu'est-ce que vous pensez de l'Occident? Il a dit ça en 1978. Ce qui caractérisait déjà l'Occident. Et maintenant, c'est la même chose, mais approfondie. L'écœurante pression de la publicité, l'abrutissement de la télévision et une musique insupportable. Non, je ne puis recommander votre société comme idéal pour la transformation de la nôtre.